Interview pour Time, on dit Time, c'est ça? Time, ouais. Time, ouais. Geoffrey Lassonville, speaker de l'Olympique lyonnais, en direct de My Beers à mes yeux, en face du stade. Grand soleil, tout va bien. Geoffrey, bonjour. Salut. Speaker de l'Olympique lyonnais, avec un parcours assez attrayant, même dans le domaine de la radio, par exemple. Tu vas pouvoir nous en parler. D'ailleurs, c'est le sujet de ma première question. Parle-nous un peu de ton parcours. Moi, j'ai toujours été passionné par l'animation, le sport. C'est vrai qu'assez tôt, j'ai su que je voulais faire de la radio, notamment. C'est vraiment le média qui m'a toujours attiré. Donc, je sais pas, sur les coups de 9-10 ans, je me suis mis en tête de faire de l'animation radio. J'avais que ça en tête. À côté, j'étais toujours passionné de sport, ce qui fait que quand j'ai pu commencer à faire des stages aux alentours de la troisième, seconde, au lycée aussi, je me suis dirigé vers les radios qui étaient dans mon coin. Moi, je suis du Nord, donc j'étais à côté d'Amiens et j'ai frappé à la porte de France Bleu Picardie. À l'époque, c'était même Radio France Picardie. Et je me suis retrouvé dans le service des sports. Donc j'ai fait voilà, des stages, des petites piges. Et donc j'ai fait au début une petite semaine comme tout le monde. Et puis en fait, ils ont vu que j'étais assez passionné et j'avais de l'envie. Donc ils m'ont gardé pour faire des piges le week-end. Et je me suis retrouvé en fait tous les week-ends sur les multiplex de sport. Au parallèle de mes études lycée, à intervenir en studio. J'étais un peu le gars qui donnait les résultats sur les autres matchs pendant qu'on partait au hockey, au foot. Il y avait plusieurs sports à l'époque qui marchait bien à Amiens. Et puis après, dès que j'ai eu mon bac, je suis parti à Paris pour faire une école spécialisée vraiment dans l'animation radio, qui s'appelait à l'époque le Studio École de France, qui n'existe plus. Et à la fin de ces 2 années d'études, j'ai trouvé du taf directement chez Énergie. Énergie m'a embauché, donc m'a envoyé à Rouen. 2 ans, et puis au bout de 2 ans, pour bons et loyaux services, j'ai pu être muté à Lyon, qui était un de mes objectifs. Donc je me suis retrouvé ici en 2003. Voilà. Ok, et donc tu bosses à Énergie Ouais, je suis toujours chez Énergie ok. aujourd'hui. Alors, je suis plus animateur chez Énergie, maintenant je suis responsable des antennes et de la promotion pour Énergie et Chéri FM sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc j'ai toujours cette double casquette. Donc maintenant Énergie plus speaker depuis 2016 maintenant. 2016, ouais. Est-ce que tu avais connu l'ancien stade? Ouais, ouais. En fait, quand je suis arrivé à Lyon, évidemment, mon objectif, c'était très rapidement de me retrouver à Gerland. Donc, je crois que mon premier match, je t'ai dit que je suis arrivé en 2003, c'est 2003 chez Énergie, mais 2005 à Lyon précisément. Et mon premier match, je suis arrivé en août 2005, c'était le 13 septembre 2005 à Gerland, un OL Real dont on se souvient bien, les fameuses victoires qu'on a enchaînées contre le Real à l'époque. À l'époque, je faisais 16h-20h à l'antenne en direct et le match devait commencer à 20h45. Donc nous, nos studios sont dans le 9e. Je me retrouvais à 20h01 dans ma voiture pour filer au stade. Je suis arrivé en retard parce que voilà, Gerland, bouchon, etc. Et je me souviens très bien parce que j'étais en jambouin, je crois, à l'époque. Et je ne m'étais même pas encore assis, je venais rentrer dans le stade, qu'il y avait déjà, le match avait commencé, il y avait déjà Juninho qui était en train de poser son ballon pour tirer un coup franc. Et je n'étais même pas encore à ma place qu'il avait déjà marqué sur coup franc. Donc je me suis dit, ok, c'est bon, j'avais pas de doute, mais c'est vraiment le club pour moi, c'est vraiment je suis à ma place. Ouais. Donc ça, c'était ton premier match en tant Supporter. que supporter. Ton premier match en tant que speaker, ça se passe comment? Alors ça a été ici, sur l'ouverture, l'inauguration de ce stade, donc le 9 janvier 2016. Ça se passe comment? Ça a été un peu la découverte pour tout le monde parce qu'on changeait, enfin tout le club changeait vraiment d'habitude et de stade forcément. Donc moi je me suis retrouvé à découvrir mon équipe en novembre, je crois fin octobre, début novembre. Et on a eu 2 mois pour vraiment préparer ce premier match qui était déjà pour moi un premier match en tant que speaker. J'avais eu pas mal d'expérience dans l'animation, de concerts, de choses comme ça, mais jamais en tant que speaker. Enfin si, j'avais été speaker une année du Rouen Hockey Elite à l'époque où j'étais à Rouen, mais alors moi le hockey j'y connaissais rien, c'était vraiment pas mon truc, c'était une proposition qu'on m'avait faite et que j'avais accepté pour découvrir, mais vraiment j'avais pas grand chose à faire. Mais sinon voilà, dans le foot qui était comme mon sport de prédilection, j'avais jamais fait. Et donc on a eu 2 mois pour préparer tout ça avec l'équipe qui m'avait été présentée et avec qui ça se passait plutôt bien. Et comment on devient speaker? Comment est-ce qu'on fait peut-être des études particulières ou est-ce que c'est de fil en aiguille, via un contact, via une expérience? C'est plus effectivement à l'expérience et au contact. Il faut justifier de beaucoup de choses, d'années d'expérience dans l'animation. Évidemment, il a fallu aussi que j'explique mon rapport à l'Olympique Lyonnais, à quel point j'étais supporter. Je pense que c'était, et c'est toujours d'ailleurs pour le club, hyper important d'avoir dans cette équipe des gens qui ont l'ADN du club et qui aiment ce club et qui ont aussi une connaissance de l'histoire de ce club. Donc j'ai simplement passé un casting, c'est-à-dire quand j'ai appris qu'ils cherchaient un speaker pour le nouveau stade,
J'ai décroché mon petit téléphone en disant bah, moi je suis intéressé, recevez-moi. Je me souviens même qu'à l'époque ils m'ont dit bah non, c'est trop tard. J'ai appris l'info assez tard. Ils m'ont dit on a déjà des présélectionnés, on les voit, donc là ils sont déjà 3 et en gros on ne va pas en rajouter un quatrième. J'étais un peu au culot et j'étais un peu pénible en disant bah si vraiment j'ai envie de me présenter et de défendre ma candidature parce que vraiment ce serait le rêve d'une vie. Et donc ils ont accepté que je fasse au moins un entretien. J'ai fait un entretien avec 3 personnes du club à des postes un peu clés dans le club. Je leur ai expliqué ma vision, mon histoire avec l'Olympique Lyonnais, mes expériences et puis ils m'ont dit ok, présente-nous un dossier vraiment écrit, quelque chose de concret sur comment tu vois les choses. J'ai passé un week-end fou, je crois que j'ai pas dormi quasiment du week-end à préparer un truc un peu corsé, on va dire. Et puis quand je leur ai envoyé, quand on a fait quelques entretiens téléphoniques derrière, ils m'ont annoncé que c'était bon. Ça s'est fait assez rapidement, je crois. Entre le moment où j'ai appris qu'ils cherchaient un speaker et le moment où j'ai été confirmé, il y a dû se passer 3 semaines, un mois peut-être maximum. Ok. Et donc, tu nous as dit, tu fais ton premier match ici, donc Ouais. changement d'ADN pour le club, changement de stade, tout ça. Ouais. Euh, euh, Qu'est-ce que tu retiens de ce premier match? Déjà, c'était quel match? Est-ce que tu as pu te préparer en avance? Est-ce qu'on, bien sûr, on a, je pense, la boule au ventre, mais est-ce qu'on peut se préparer à l'avance? Est-ce qu'on a l'équipe pour Je pense que c'est un peu comme un joueur, il ne faut pas trop faire le match avant le match, tu vois. Évidemment que c'est plus facile à dire qu'à faire et que dans la tête ça part à 1000 à l'heure et que tu imagines beaucoup de scénarios. On parlait beaucoup du premier but, qui allait marquer le premier but, donc je m'imaginais est-ce que ça va être Lacazette comme le prédisait le président à l'époque. J'ai même pas trop réfléchi à comment j'allais les annoncer. Je voulais vraiment garder un peu de spontanéité dans l'instant. Je voulais qu'il y ait plus de cœur que de préparation, même si on est obligé de préparer énormément de choses parce que surtout sur une inauguration, tu imagines bien, il y a un côté très protocolaire. Il y avait des officiels qui étaient là. Il y avait évidemment une découverte pour tout le monde de l'outil. Avec quoi on travaille, même informatiquement, hein, c'est tout bête, mais voilà, quelle est la table de réalisation, qui sont les cadreurs, enfin voilà, il y avait tout à monter, donc on a beaucoup préparé. Et en fait, on avait tellement la tête dans le guidon jusqu'à la veille que j'ai peu eu le temps de me projeter sur comment ça allait se passer. Il y avait évidemment beaucoup de stress, mais plus. En fait, j'avais pas trop de stress avant parce que j'étais vraiment dans le boulot. Et je me souviens, c'est 1 ou 2 heures avant l'ouverture des portes où on mangeait avec toutes les équipes et tout le monde me disait ça va, pas trop stressé, ça va, pas trop stressé. Et en fait, je commence à me dire ouais, il faut peut-être que je stresse un peu là parce que l'air de rien, il y a 60 000, c'est quand même un moment historique pour le club. Mais en fait, je ne stressais pas avant ça. Et c'est à force d'entendre les gens me dire ça que ça commençait à me mettre une petite pression. Il y avait peut-être un peu de trémolo dans la voix au début. Il a fallu que j'apprenne à dompter la sono de ce stade, à poser ma voix dans un micro avec les 2-3 secondes de décalage, parce qu'on ne s'imagine pas forcément, mais quand on parle dans la sono d'un stade pareil, on s'entend en retour avec 2 secondes de décalage. Donc il faut quand même s'y faire, c'est complètement différent que de faire de la radio. Donc tout ça, ça a mis du temps, ça a mis plusieurs matchs. Mais au final, le match s'est plutôt bien passé. J'ai eu l'impression de faire un match de boxe, j'étais éreinté à la fin, il y avait concert de will.i.am derrière, enfin voilà, ça a été très chaud. En plus, il y a eu beaucoup de buts marqués sur la première. Mais ouais, il y avait un sentiment de satisfaction. On n'a pas eu de panne majeure ou de problème important. Tu t'entraînes chez toi en ce premier match? Est-ce que tu cries dans ta salle de bain ou J'habitais dans un petit appartement dans le 3e. Je crois que si je m'étais mis à crier, les voisins auraient appelé les flics. Non, vraiment, je ne me suis pas trop entraîné. Je te cache pas que j'avais dans la tête 2-3 petits trucs, mais en fait, je me suis dit, il y a tellement de paramètres. Qui va marquer? Comment? Ça se trouve, ce sera un but contre son camp. Enfin, tu vois, il y a tellement de choses que je préférais pas vraiment surjouer le truc avant. Donc je me suis pas trop entraîné, non, j'y suis allé vraiment à l'instinct. J'ai mis finalement en place ce que je fais encore aujourd'hui, à savoir répéter le nom 3 fois. C'était même pas forcément préparé, c'est plus une musique, une sorte de tempo qui me paraissait cohérent. Puis moi j'ai aussi un gros passé de supporter, j'ai fait des déplacements avec l'OL et tout, donc j'avais déjà cette expérience de stade et je voyais un peu ce que ça donnait et ce que j'avais envie d'entendre moi en tant que supporter d'un speaker dans un stade. Donc j'ai un peu appliqué ça finalement de manière naturelle. plus jeune, est-ce que tu te voyais speaker? Ouais, peut-être que j'en ai rêvé, mais en fait c'est tellement improbable. Il y a peu de speakers en fait, ça paraissait fou. Moi comme je disais, j'ai grandi dans le Nord, donc j'ai pas eu la chance d'aller à Gerland quand j'étais vraiment dans mes premières années de fan de foot. Moi, j'ai plus été voir les matchs à Lens. Donc évidemment, à l'époque, ils étaient même 2 speakers. Et j'observais vachement en tant que passionné d'animation et passionné de foot. C'est vrai que c'est quelque chose, moi je voulais arriver très tôt dans les matchs, je voulais pas arriver au dernier moment pour voir ces animations-là, ça me plaisait. Mais à aucun moment je m'imaginais speaker du Racing Club de Lens et encore moins de l'OL qui était le club que j'ai rapidement suivi et aimé
en voyant un Lens-Lyon d'ailleurs. Donc non, je me voyais animateur radio, ça c'était ma grande passion, mon objectif, mais à aucun moment je me suis dit que ça allait me mener là. Puis après j'ai saisi l'opportunité quand elle est arrivée, quoi. Tu vois, un jour de derby en tant que speaker, ça ressemble à quoi? Le match, mettons un jour de derby, donc on va dire que c'est un dimanche 21h. J'arrive au stade sur les coups de 13h, 14h. L'idée, c'est de passer en revue l'intégralité des animations et des opérations qu'on va avoir. Parce que, alors, en plus, tu prends l'exemple d'un derby qui est un match un peu particulier où il y aura là en plus un vrai dossier sécurité important et mis en place. Il y a énormément d'activations sur des matchs premium comme le derby ou un OL-OM, un OL-PSG. Donc là, mon rôle, ça va être déjà de faire le tour des équipes, d'aller énormément préparer aussi ce qu'on va faire avant. C'est-à-dire, je vais arriver en régie, donc sur les coups de 13-14 heures. Je vais déjà faire le point sur les éléments qu'on a. Est-ce qu'on a toutes les vignettes des jours adverses? Est-ce qu'on a le nouvel habillage s'il y en a? Est-ce qu'on est OK sur l'in? Peut-être qu'il y a eu un petit changement sur la vidéo. Est-ce que la mascotte arrive à bonne heure? Est-ce qu'on a prévu une animation avec un partenaire? Comment on va l'organiser? Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour afficher sur les écrans? Tout ça, ça prend vraiment du temps parce qu'il faut à chaque fois voir ça avec la personne concernée. Il faut savoir qu'en fait, on est un peu comme une équipe de télé. On est même une équipe de télé au final parce que tu as une régie avec un réalisateur, un assistant réalisateur qui est un assistant technique, une topeuse, donc qui est la personne qui va parler dans l'oreille de tout le monde pour… Hop, 2 petites secondes. Au moment du montage, je me suis rendu compte que le micro de Geoffrey s'est coupé. Si vous regardez bien, celui-ci ne clignote plus. Je les avais pourtant rechargés la veille. Bref, je suis vraiment désolé pour ce désagrément. Pour la suite de la vidéo, le son résonne un peu, mais n'enlève rien aux anecdotes exceptionnelles de Geoffrey. D'ailleurs, si vous avez des techniques pour éviter ce genre de problème, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Allez, bon visionnage! C'est-à-dire dire, bah là dans 10 secondes, on envoie ça, attention, il y a ça, gagne un peu de temps parce que là les joueurs sont encore dans le couloir, tu ne peux pas les envoyer tout de suite. Attention, prévoyez la pub dans 5 minutes, donc il faut qu'on fasse, je ne sais pas, présenter les gommes du jour. Tiens, on a tel hommage à faire, donc attention, on y va dans 30 secondes parce que c'est un moment un peu solennel et après on sera dans un moment festif. Tout ça, ça se prépare. Donc la topeuse, elle est là pour nous parler dans les oreilles et pour organiser tout ça, c'est un peu la chef d'orchestre. Et c'est l'équivalent d'un script ou d'une script à la télé. Donc il va vraiment suivre ce qu'on appelle le conducteur. Tout est écrit en fait à l'avance. On sait exactement quelle séquence aura lieu à quel moment. Après, comme c'est du live, les joueurs peuvent rentrer un peu plus tôt ou plus tard que prévu. On doit toujours un peu adapter. Mais tout est vraiment écrit à la seconde près. Comme dans une émission de radio d'ailleurs. On a un ingénieur son, un ingénieur lumière, un mec qui est au banc de LED, on a un mec qui est avec la mascotte, parce que la mascotte, le mec qui est dedans, il ne voit pas grand chose. Il faut quelqu'un pour lui parler derrière pour pas qu'il loupe un enfant qui veut lui taper dans la main. En fait, il y a énormément de gens qui travaillent. On est 15-20 à bosser sur chaque match. Donc tout ça, ça veut dire coordonner en fait, pour être sûr que quand les portes du stade ouvrent 1h30 avant, on sache tous exactement ce qu'on doit faire, à quel moment on doit le faire. Même si on a une topeuse qui nous parle, il faut quand même qu'on ait déjà un plan dans la tête. Donc tout ça, c'est ce que je vais faire en amont. On a une grosse réunion de sécurité avec l'intégralité des composantes du club qui est menée par le stadium manager. Dans l'auditorium, il nous dit voilà, aujourd'hui attention, point de vigilance sur ça, il y a ça. Moi, je vais aller rencontrer les délégués aussi qui ont donné leur consigne. Et donc tout ça, ça va agrémenter mon avant-match jusqu'à l'ouverture des portes du stade. Et puis après, l'avant-match est lancé et là, on sait plus ou moins tous ce qu'on a fait. C'est en vrai, à chaque événement, à chaque fois, c'est un show. Il faut se dire qu'à chaque match, en fait, on crée un show, on crée un événement. On n'a pas forcément cette idée-là quand on vient à un match, on imagine qu'il y a juste le speaker qui est arrivé 5 minutes avant, qui a pris le micro et puis l'ambiance. Mais en fait, si j'ai un hommage, je vais vous donner un exemple. On a eu l'hommage sur Eugénie Le Sommer là, qui a arrêté. Il faut que j'ai des infos sur elle quand même. J'ai pas de tête, le nombre de Ligue des Champions, ça va. Et le nombre de matchs qu'elle a joué, le nombre de buts qu'elle a marqué. En fait, tout ça, ça se recherche avant. Même sur l'équipe adverse, je vais chercher des stats aussi, parce qu'on va faire une séquence statistique. Donc tout ça, c'est énormément d'infos que tu dois chercher déjà dans la semaine qui précède et le jour J énormément. Donc c'est vrai que c'est vraiment un show. Si tu veux proposer un truc aux gens et que tu ne passes pas juste de la musique pendant 1h30 où il ne se passe rien, ça se prépare. Tu fais quoi quand tu parles pas dans le stade? Alors, si c'est pendant le match, avant le match, je parle quand même pas mal. J'essaie aussi de laisser des temps aux supporters, parce qu'il y a quand même des animations prévues, on ne veut surtout pas se marcher dessus, donc on est très attentif à ce qu'ils font, on a des infos aussi parfois avant sur les tifos et tout, ce qui nous permet d'être respectueux de ça et de venir, par exemple, s'ils doivent passer des consignes au micro pour lever un tifo, on va essayer de baisser le son au virage nord, virage sud à ce moment-là, enfin tout ça. Donc moi j'essaye de ne pas trop parler à ce moment-là, sinon pendant le match, je regarde le match, hein, évidemment je suis supporter avant tout, et puis je suis pas mal aussi sur internet à chercher des stats.
en live. J'aime bien si un joueur a marqué un but, de voir s'il n'y a pas, c'est pas son 50e but, 60e but, s'il n'y a pas un truc un peu, genre il a marqué tous ses buts de la tête, je te dis n'importe quoi, pour pouvoir la sortir à la mi-temps ou en fin de match. Si tu devais retenir pour l'instant un moment le plus fou que tu as rencontré en tant que speaker, tu choisirais lequel? Oh là là. Bah, le plus fou, ça a été d'être speaker. Déjà, le premier match, c'était fou. Hein, quoi. Et après, on a vécu une montagne russe sur plusieurs saisons. Je crois que le plus fou, ça reste l'année dernière. En fait. C'est pas un moment même. Il y a eu des matchs fous. Enfin, il y a eu des matchs. Le 6-0 de la première année, on parle souvent de OL Monaco. Là, le dernier match, on se qualifie pour la Ligue des Champions. Il est magique. Il y a eu des remontées fantastiques. Cette saison, la saison dernière. Mais l'année dernière, je crois que ça a été le plus fou parce que ce moment où on est relégable et on te dit statistiquement il y a 0% de chance que vous maintenez et qu'à la fin tu es sur la dernière seconde, le dernier but de la Casette européen et en Ligue Europa, c'est dingue. C'était dingue. Enfin, moi à ce moment-là, ouais, la saison en fait on n'a pas touché terre l'année dernière. On s'est dit vraiment ce qu'on a vécu, j'espère d'ailleurs parce que c'est dur pour le cœur, mais voilà, on ne vivra peut-être plus jamais quoi. Est-ce que c'était déjà arrivé de te planter au micro? Ah oui, bien sûr. Je me souviens d'un match, on est en fin de saison, il pleut des cordes, c'est un match un peu compliqué, et on devait annoncer, comme on le fait souvent en fin de saison, le nouveau maillot celui de la saison prochaine. Donc moi on m'avait filé le maillot, et le but c'était qu'à la mi-temps, dès le coup de sifflet de la mi-temps, moi j'ai enfilé le maillot, et donc on joue la 42, 43e, je suis plus en tête. Et donc là il pleut, machin, c'est compliqué, j'enlève mon oreillette, machin, puis on est quand même assez équipé. Et au moment où j'ai la tête dans le maillot, j'entends le stade qui explose. Il y a un but qui a été marqué, j'ai rien. Sauf que tu sais, normalement, tu as l'oreillette qui peut t'aider, tu peux dire dans les ordres, à la deux c'est qui a marqué. Donc là, je suis en galère, tu vois. Et puis la musique, elle part, tu vois. Donc il faut normalement, dans les 15 secondes max, faut que tu annonces. Tu commences à lancer le truc. Et donc je mets l'oreillette avec le maillot en moitié et tout. Je dis, qui a marqué. Et mon réal, un peu en panique, il me dit, c'est Max. Et à l'époque, on avait deux Max. On avait Maxime Gonalon, capitaine. Et on avait Maxwell Cornet. Et moi je pars sur le capitaine sur le coup, tu vois, et donc je commence à dire but du numéro. Alors déjà je dis numéro qui n'était pas le bon, le numéro de Maxime Gonalon. Et je commence à dire Maxime. Et là je vois un petit moment de flottement dans le stade et je réalise le délire que je suis pas sur le bon buteur en fait, c'est Cornet qui a marqué. Donc je me reprends derrière de mémoire, j'ai dû dire Maxwell derrière. Mais bon évidemment ça m'a valu des chambrages de l'équipe. Tiens, il y en a une de cette année aussi où j'ai failli dire Manchester City sur Manchester United sur le match aller à la maison. Je sais pas pourquoi, en plus je dis Manchester United sur tout l'avant-match, puis à un moment donné je dis sur Manchester et tu vois j'ai juste dit je me suis repris, j'ai dit United derrière, je me suis dit ouais, c'est peut-être passé. Et puis j'ai reçu des messages, le directeur adjoint du stade gentiment qui m'a fait un petit message pour me chambrer en me disant il joue en bleu mais c'est pas City, enfin voilà. Bon c'était plutôt rigolo. Mais sinon il n'y a jamais eu de grosses loses, si ce n'est une qui est pas mal passée, mais là pour le coup c'est un petit peu moins de ma faute, j'ai juste suivi ce qui était sur les écrans, mais sur un derby, il y avait Romain Amouma qui jouait à Saint-Étienne et sur les écrans. Il y avait, je pense qu'on était sur un jour de derby, c'est toujours très speed. Et je pense que le gars qui avait écrit les prénoms, il avait fait ça en speed et il avait écrit Cyril au lieu de Romain, Cyril Amouma. Et moi je fais la compo synthé, tu vois, et je crois que c'était le premier derby en plus de mémoire que je faisais, donc on est un peu tendu. Et au moment de la compo de synthé, on les annonce un par un, et puis moi je lis, tu vois, je me pose pas trop de questions sur la compo adverse, ça va assez vite, et je vois numéro, je sais plus combien, 27, 26. Cyril Amouma. Et là, au moment où je le dis, je me dis putain, c'est pas le bon, c'est pas ça. Donc je finis ma compo, tu vois. Puis après je dis dans les ordres, les gars, il y a une erreur, c'est pas possible. Et là, évidemment, premier derby, tout le monde a pensé que c'était volontaire, que c'était du chambrage. Ouais. Je commence à avoir des trucs assez violents sur les forums des Verts, on m'envoie des captures où on me dit qu'on va venir me chercher chez moi, quoi, tu vois. Je commence à me dire, bon, ça rigole pas trop. J+1 à l'époque, qui dit, tu sais, ils aimaient bien les séquences un peu décalées, ils me mettent à ce moment-là, alors on me voit pas moi, mais on voit l'écran et on entend au speaker 2 points Romain, enfin Cyril Amouma. Bon bref, ça c'était un peu ma mauvaise heure de gloire, on va dire. Il se passe souvent des choses sur les derbies, et je préfère qu'il se passe un truc comme ça, qui est un truc un peu bénin, plutôt que des choses plus compliquées. Tu nous as parlé des ambiances électriques, tu nous as parlé des moments forts que tu as vécu sur les dernières saisons. Ton plus grand frisson, peut-être sur une annonce de but ou une ambiance? Il y a eu plusieurs trucs qui m'ont vraiment marqué. Il y a eu
Fekir qui revient avec la Coupe du Monde, qu'on annonce, qui vient au milieu du terrain et qui la présente au club. Un enfant du club, enfin voilà, moi j'adore absolument, qui est un peu timide et qui vient présenter ce truc-là, je trouve ça fou quoi. La dernière de Jean-Michel Aulas qui était folle, et récemment la dernière de Lacazette. C'est peut-être celle-là que je citerai même en premier parce qu'on avait eu peut-être un peu plus de temps pour la préparer et tout, et lui faire un truc vraiment énorme. Lui-même a dit dans les interviews qu'il avait vraiment trouvé que c'était la meilleure fin possible, et on était fiers parce qu'on a beaucoup bossé là-dessus aussi. Ça a été un frisson de me dire ouais, je suis là au micro pour accompagner ce moment un peu historique d'une dernière. Donc pour moi, c'était vraiment, quand tu parles de frisson, j'entends vraiment les poils, c'est plus ce truc-là quoi. Après évidemment qu'il y a des buts, le but de Darder contre Paris Saint-Germain, je ne sais pas si tu te souviens, le son zéro qui se fait sur Thiago Silva. On était quand même sur le grand PSG. Nous, on savait qu'on avait des joueurs excellents, on ne voyait pas forcément gagner, mais en même temps, on savait qu'on tapait Paris à l'époque, on arrivait à taper Paris quand même assez régulièrement, entre guillemets. C'était pas joué d'avance, on va dire. Et ce but était fabuleux. Les buts de la 92e, 93e, c'est là où ils te rendent dingue. Là, tu sais plus où t'es, tu sais plus où. Genre, tu réfléchis même pas, tu prends le micro, je sais pas quoi. Et justement, dans le stade, tout le monde est dans cette humeur, cette ambiance-là. Ouais. Ça fait quoi, que ce soit sur un but comme ça ou même sur n'importe quel but, d'avoir 60 000 personnes qui réagissent à sa voix? C'est fou. Il y a une communion. Après, tu te rends pas vraiment compte qu'il y a 60 000 personnes parce que je sais pas comment te dire, mais tu as l'impression que tu fais vraiment un quoi. C'est finalement une grosse masse qui te répond quoi. C'est un échange, ouais. C'est un échange. Ouais. Donc, j'ai pas ce sentiment-là de me dire waouh, il y a 60 000 personnes dans le stade. J'ai plus le truc de me dire, c'est un peu mes potes, tu vois. Tous les mecs avec qui je regarde ce match et avec qui je partage cette envie que l'OL gagne. On va partager ce moment pendant 20 secondes, là, au moment d'annonce du but. Et moi, j'ai cette chance en plus de pouvoir leur parler directement, tu vois. C'est vraiment ça que je ressens au moment d'annoncer un but. Quel est le détail auquel personne ne pense quand on est speaker? Beaucoup de gens pensent qu'il y a deux choses. Il y a une un peu rigolote et une un peu plus sérieuse. Pour la plus sérieuse, beaucoup de gens pensent qu'être speaker, c'est vraiment juste être animateur et en gros chauffer un stade. Donc on a tendance à penser que c'est un one-man show, un gars qui arrive et qui doit être une limite humoriste, et tu vois, pas du tout, pour moi c'est pas ça. C'est aller planter des petites graines un peu partout, aller faire des petites animations, des trucs qui font qu'à la fin, au coup d'envoi, les gens sont prêts à chauffer le stade. Et puis le truc un peu plus rigolo auquel on pense pas, c'est quand tu es speaker, tu es 2 heures avant, 1h30 avant le match debout dans le stade, 2 heures pendant, souvent debout aussi, et puis 1 heure ou une demi-heure après aussi. Donc c'est-à-dire pendant 5-6 heures, tu peux pas bouger de ta place et tu es debout, il faut aller aux toilettes avant. Ça c'est le truc, c'est vraiment le truc, parce que si tu n'as pas fait ton petit pipi pendant 2-3 heures avant et que tu enchaînes, tu vas avoir des grosses galères parce que tu peux pas partir pendant le match pour aller aux toilettes. C'est le moment où il y aura un but, tu peux en être sûr. Donc le petit détail auquel on pense pas, c'est penser à vous poser aux toilettes tranquille pour être prêt et vivre le match et l'avant-match tranquille. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Mais... ouais. Est-ce que tu t'es inspiré de quelqu'un ou même tu regardes ce que font les autres speakers pour essayer, pas forcément de refaire, mais de réadapter peut-être à ta sauce, ou c'est plus une ADN que tu as en toi et tu dis c'est ma propre patte, entre guillemets? Je pense qu'il n'y a pas un animateur qui pourra te dire tout ce que je sors en animation, bien que de moi c'est forcément des inspirations, pas forcément conscientes. Moi, si tu veux, j'anime le stade comme j'aimerais qu'un stade soit animé quand je vais voir en tant que supporter. Évidemment, toutes mes années à Gerland font que j'ai forcément été influencé par Dominique Grégoire, même si c'était un autre stade avec d'autres moyens, donc on ne peut pas faire la même chose et que c'est aussi une autre personnalité. Dom, c'est quelqu'un qui est vraiment très haut en couleur, qui a une voix particulière, qui a des choses comme ça à apporter. Mais moi, j'adorais ce qu'il faisait, donc j'ai dû être influencé par lui. Évidemment, comme je te le disais, j'ai aussi beaucoup grandi au stade Bollard, donc j'ai vu un peu cette animation-là. Et puis dès que je me déplace dans un stade, évidemment, c'est un des premiers trucs que je regarde. On m'envoie beaucoup de vidéos. On voit très souvent le speaker de Naples, qui est considéré comme une des références dans le monde. Je ne sais pas si vraiment je me suis inspiré volontairement, très honnêtement. J'ai pas la sensation, mais j'ai amené mon bagage aussi d'animateur, de concert, de radio avant avec moi, et puis de supporter. J'essaye d'être supporter sans jamais dépasser la limite, tu vois. On reste en pro. Ce qui passe en pro, faut rester pro, c'est pas toujours simple. Le joueur de l'OL qui t'a le plus marqué
hors terrain. Pas forcément au niveau des performances, mais plus peut-être dans l'aspect confidentiel. Je crois que c'est une joueuse, c'est Ada Hegerberg. Je trouve qu'elle est extraordinaire. Elle est déjà humainement très forte, c'est quand même le premier ballon d'or de l'histoire féminin. Il faut vraiment pas minimiser ce que ça représente. C'est quelqu'un, à chaque fois que je la vois au stade, même si elle est à 30 mètres de toi, elle va faire un détour pour venir te saluer. Elle dit bonjour à tout le monde. Elle a été énorme à l'OL. Elle est encore quelqu'un sur qui on peut compter, qui a mis son expérience dans le groupe, qui est une buteuse, un renard, quoi. Alors moi, cette joueuse, je l'adore, donc je vais d'abord la citer. Et chez les garçons, il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas, que les gars font en dehors du club, et comme ils ne s'en vantent pas, et parfois on n'a pas forcément l'image qui correspond avec ce joueur. Je sais pas, je vais dire Raphaël, tiens. Raphaël, le défenseur qu'on a eu pendant quelques années, qui était un mec adorable, qui a, je sais pas si c'est une anecdote qui est connue, mais il a acheté lui-même, pendant qu'il a été blessé, pendant un moment il a été blessé assez sévèrement, il n'y jouait pas, et en fait il voulait pas toucher son salaire. Et on lui a dit que dans la loi française c'était pas possible, enfin, voilà, tu dois continuer à être rémunéré, et il a utilisé ce qui lui était versé pour acheter l'un des robots que la fondation de l'OL utilise encore aujourd'hui. Voilà, c'est des mecs qui ont le cœur sur la main, qui ne s'en rendent pas, qui sont des gens vraiment humains. Il y en a plein, vraiment, il y a plein d'actions comme ça, beaucoup de joueurs qui vont voir des enfants malades hospitalisés, il n'y a pas forcément de caméra derrière. Parfois, il y a OL Fondation qui suit, parce que c'est bien aussi de mettre en montrer avant, les actions, mais s'ils ne font pas ça pour ça, je le sais. Donc je voudrais leur rendre hommage là-dessus, parce que c'est pas simple, hein. Ils sont très demandés, ils ont peu de temps avec leur famille, et ils utilisent quand même le temps libre pour ça. On s'en rend pas forcément compte. Non, Est-ce qu'un joueur ou quelqu'un du staff t'a déjà demandé quelque chose d'improbable, peut-être une annonce ou une dédicace, ou je sais pas, quelque chose comme ça, où tu t'es dit non. Ça arrive parfois qu'ils prennent le micro sur les fins de match, et il y a 2-3 personnes à qui, si tu laisses le micro, tu sais que tu vas pas le retrouver tout de suite. Ryan Cherki, c'était le cas par exemple, mais c'était très rigolo. Chez les filles, il y a Selma aussi qui aime bien prendre le micro et chambrer un peu. J'ai jamais vraiment eu de demande particulière, je suis en train de réfléchir en même temps que tu poses la question. De joueurs, non. T'as été surpris sur le moment où tu dis non, franchement pas trop. Là-dessus, j'ai pas vraiment d'anecdote. Après, je te dis, c'est plus eux, s'ils ont envie de faire un truc, à la fin du match, ils vont prendre le micro, et puis voilà, ils vont y aller. Ryan qui prend le micro, qui part chanter avec les gars, avec le virage nord, ça c'est plutôt cool. Mais non, ils sont assez sages là-dessus, ils m'ont rien demandé de particulier. Quel est le nom le plus dur à prononcer en tant que speaker? Pas forcément sur les équipes adverses, on va pas dire les équipes adverses, on va dire à l'OL, même sur toute ta carrière de speaking. Je crois que je suis toujours pas sûr de comment on dit douiller Keita Tsar. Pourtant il est encore au club, et je l'entends tellement de différences, même lui, je ne suis jamais sûr vraiment de la façon dont je le prononce. C'est pas le plus dur, mais c'est vrai que, en fait, tu ne prononces pas toujours vraiment le nom tel qu'il se prononce dans son pays d'origine. Oui, c'est sûr. Parce que voilà, à l'époque, le King Kallström, tout le monde disait Kallström, mais en Suède c'est Källström. Et si tu commences à dire Källström, c'est tellement répandu de dire Kallström qu'il y a un côté un peu étrange. Donc parfois tu adaptes un petit peu la façon dont les gens ont adopté le nom, quoi. J'ai jamais eu vraiment de nom hyper compliqué à l'OL, j'ai encore cette chance. Et puis au final, une fois que tu as la phonétique, tu l'as, tu vois, c'est pas si compliqué. C'est plus vraiment les joueurs adverses que tu n'as pas l'habitude de prononcer, parfois tu galères un peu, puis parfois dans la précipitation tu le dis mal, parce que tu sais comment ça se dit, mais en fait quand tu enchaînes 23 noms de compos, tu peux te planter. Ouais. Si tu pouvais annoncer un but dans n'importe quel autre stade du monde, tu choisirais lequel? Ah, c'est une bonne question ça. Dans quel stade? Là comme ça, j'ai le foot anglais qui me vient, parce que c'est vraiment un championnat que j'aime beaucoup. Mais je sais que les ambiances anglaises sont un peu surcotées. Pour y être allé, j'ai été un peu déçu. Non, je pense je partirais vraiment sur un truc de vieux con, d'historique, un Maracana. Je pense que ça, c'est plus vraiment pour le kiff de se dire ce stade il est fou, quoi. Même si je pense que la sono est nulle, je pense qu'en vrai, je serais déçu. Mais ouais, vraiment plus pour le kiff. Si aujourd'hui il y a un jeune qui regarde la vidéo et qui
fasciné par le speaking, qui aimerait devenir speaker, qu'est-ce que tu lui conseillerais? De devenir animateur d'abord, que ce soit radio, télé, à son compte, voilà, qu'il apprenne à gérer des émotions au micro, qui suit évidemment le foot à fond. Enfin, ça, je pense que s'il peut le faire, c'est que c'est déjà le cas. Et après, en fait, pour tous les métiers qui sont des métiers comme ça, on va dire un peu artistiques, il faut énormément se plonger dans cet univers-là. Donc, pas hésiter à faire des stages avec des gens qui font ça, ou travailler dans. Même si c'est pas avec le service animation, mais aller faire des stages dans des clubs, essayer de rentrer dans ces clubs, parce que ça va te faire connaître l'univers et ça va te faire progresser. Et puis contacter les gens. Enfin, moi, je sais que j'ai souvent des gens qui m'envoient des messages comme ça pour me poser des questions. Pas hésiter, on répond avec plaisir. On est généralement passionné par ce métier-là, donc on répond toujours aux questions avec plaisir. Très bien. Merci Geoffrey. Merci à toi.